Donc, sans plus attendre, je vais accueillir Dr Renaud et Monsieur Boucher. Monsieur Boucher est étudiant en 4e année de médecine et diplômé du baccalauréat en psychologie de l'Université du Québec en Outaouais. Il a un grand intérêt pour la psychiatrie, domaine dans lequel il a fait plusieurs stages. Et je vais raccourcir le CV de Dr Renaud qui est impressionnant pour vous dire que c'est une psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, professeure agrégée de psychiatrie de l'Université McGill et chef médical du programme de pédopsychiatrie de l'Institut Douglas. Elle est aussi responsable du Centre Manuvie pour les avancées en prévention de la dépression et du suicide chez les jeunes. Alors, merci de les accueillir et ayez beaucoup de plaisir. Bonjour à tous, ça nous fait plaisir de venir aujourd'hui dans le cadre de la semaine de prévention du suicide. Donc, notre présentation... C'est pas. Donc, un peu dans le thème de la semaine que vous avez choisi ici, Nicolas et moi, on a décidé de présenter sur l'impact des séries télévisées sur la suicidalité à l'adolescence, mais aussi parler de l'évaluation du risque suicidaire, puis on avait le goût aussi de présenter des vignettes cliniques. Donc, comme conflit d'intérêt, on doit dire que je fais partie du centre Manuvie, même le centre Douglas Manuvie pour les avancées en prévention de la dépression et du suicide chez les jeunes. En fait, c'est un montant d'argent qui a été donné via la fondation de l'Institut Douglas pour faire des projets de recherche et du transfert des connaissances. Donc, aujourd'hui, nos objectifs d'apprentissage, c'est de revoir les recommandations entourant les médias et la prévention du suicide, connaître les enjeux entourant des émissions télévisées en particulier, présentant un personnage adolescent suicidaire, vous voyez venir dans quelques minutes, et à l'aide de 2 vignettes cliniques, revoir et discuter de la prise en charge des adolescents suicidaires. Donc, on va regarder ensemble la prévalence puis la variation des taux de suicide chez les adolescents au Canada. On va parler plus du phénomène de la série 13 Reasons Why. C'était un des grands sujets au moment où votre organisatrice m'a approché pour présenter. Parler un peu en fonction de cette série-là des recommandations du traitement médiatique du suicide et à l'aide des vignettes cliniques un peu expliquer les recommandations qu'on va pouvoir donner et revoir ensemble l'évaluation du risque suicidaire et les recommandations et conclusions générales. Donc, si on commence, la prévalence du taux de suicide chez les 15-19 ans. Donc, je pense que j'ai une flèche ici. Donc, vous voyez en rouge, et ça, c'est des données qui sont bonnes jusqu'en 2012. C'est les plus récentes qu'on pouvait avoir parce qu'il y a toujours un délai entre les résultats des décès par suicide en raison des enquêtes du coroner qui prennent un certain temps à être confirmées. Et on peut voir que le taux de suicide chez les 15-19 ans au Canada à travers les années est relativement stable. Par contre, vous savez qu'au Québec, on a eu un pic assez important autour des années 95, 97, 99, où on était parmi les plus hauts. Mais chez les adolescents, ce que vous pouvez voir dans les dernières années, c'est vraiment qu'il y a eu une baisse. Puis on est assez fiers de ça. Surtout chez les adolescents, malheureusement pas dans tous les groupes d'âge. C'est pour ça que vous avez eu différentes présentations cette semaine. Mais je pense qu'on peut, et ça va faire partie d'un article qui s'en vient, qui sera présenté en avril prochain, on peut être quand même assez fiers des différences qu'on a pu faire grâce à différents programmes dont on pourra parler plus tard aujourd'hui. Mais en particulier, je ne sais pas pour ceux qui étaient habitués, mais Solidaires pour la vie, qui était organisé comme des formations dans les écoles sur la dépression et sur différents facteurs de risque qui sont associés au mal-être, au bien-être des jeunes dans la société. Donc, il y a eu quand même à peu près 1 million de jeunes de secondaire 3, 4, 5 qui ont été exposés, puis on pense que c'est une des raisons, en plus de la formation à tous les professionnels, en plus de la coordination dans nos services, puis en tout cas, l'importance que ça a pour nous, donc de diminuer le taux de suicide, et on voit que par rapport à d'autres provinces,
En fait, on est en train de diminuer. Le seul problème, c'est qu'il faut surveiller vraiment très attentivement ce qui va arriver dans les prochaines années parce que ce qui remonte un peu, c'est pas tant les garçons, parce que les garçons ont beaucoup diminué leur taux de suicide, mais les jeunes filles. D'où l'importance de la télésérie 13 Reasons Why. Et là, vous allez voir un peu les impacts de ça par la suite. Pour les autres comportements plus suicidaires, on sait qu'au Canada, il y a à peu près 7,4% des adolescents âgés de 14 et 15 ans qui avaient considéré sérieusement de s'enlever la vie. Donc, il y a une diminution des taux de suicide, mais il y a toujours une prévalence importante de jeunes qui pensent à s'enlever la vie. Et il y a 3,3% des adolescents qui avaient fait une tentative dans l'année précédente. Donc, on est toujours avec un grand nombre de jeunes qui va se retrouver dans nos services, dans les écoles, dans les services de première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Donc, sans plus tarder, on va aller voir notre fameuse émission qui a eu tant d'impact dans notre population. Okay. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, on voit que c'est une série, c'est une émission de Netflix qui a eu beaucoup de popularité auprès des jeunes, auprès de certaines familles, mais surtout auprès des adolescents. Et ce qu'on a vu par la suite, c'était tout dans le courant du mois de mars-avril. C'était en français et en anglais, parce que moi, je travaille aussi en anglais du côté de McGill, puis j'ai des jeunes qui sont plutôt francophones. Donc, simultanément, c'était pas mal en même temps que le phénomène est apparu. Donc, la diffusion de la série télévisée a fait bondir de 19% les recherches sur Internet, c'est-à-dire 19% de plus que ce qu'il y avait habituellement de recherches sur Internet sur les moyens de s'enlever la vie et sur le suicide en général dans les 3 semaines qui ont suivi sa mise en ligne sur Netflix. Donc, Netflix, c'est des gens qui vont payer ça dans leur maison puis qui peuvent l'écouter n'importe quand. Ils peuvent écouter la série en rafale, comme quand on écoute nos émissions qu'on n'a pas eu le temps d'écouter. Et donc, les jeunes pouvaient l'écouter tout seuls avec des amis ou avec leurs parents, mais ça paraissait pas trop. Donc, ici, on voit sur les dessins, si on veut, qu'il y a même des gens, des scientifiques qui ont regardé s'il y avait eu une augmentation, puis il y a vraiment eu une augmentation importante suite à la mise en onde le 31 mars. Vous voyez qu'il y a eu un bond pendant les semaines, les jours qui ont suivi même, et on voit de tous les styles de recherche sur le suicide. Donc, on voit qu'il y a un impact. Et c'était cette question-là qu'on avait parce que dans notre clinique, vous allez voir un peu plus tard, ça a même eu un impact sur les jeunes de notre clinique. Donc, je vais laisser maintenant Nicolas nous présenter un peu le phénomène de la contagion, parce que c'était la question qui est venue. Il y a aussi beaucoup de gens dans les médias. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi ça dans les médias. La presse, CBC News, on a eu plein même la ministre de la Santé et des Services... Non, la ministre des Services sociaux a présenté aussi certaines recommandations par rapport à cette émission-là. Donc, ça a fait vraiment la manchette pendant une longue période de temps, même au Québec, puis partout aux États-Unis, puis à travers le monde. Il y avait même des choses de la Nouvelle-Zélande à un certain moment donné. Donc, Nicolas. Donc, le phénomène de contagion suicidaire, c'est en gros un suicide par imitation qui peut survenir suivant la médiatisation d'un suicide. C'est aussi appelé l'effet Werther, d'après un roman qui est paru en Allemagne en 1774, qui mettait en scène un triangle amoureux qui se soldait par le suicide du personnage principal. Suivant la parution de ce livre-là, qui avait eu énormément de popularité puis qui avait semé une grosse controverse en Europe, ils ont noté une augmentation des suicides, du moins que je mets entre guillemets, une augmentation des suicides faits par des jeunes hommes de la même tranche d'âge, qui étaient parfois habillés de la même façon que le personnage principal, qui sentaient la vie de la même façon, puis parfois même ils retrouvaient un exemplaire du livre sur les lieux du décès. Bien qu'il y avait un peu une hypothèse alentour d'un effet Werther, c'est seulement en 1974, donc 200 ans plus tard, qu'un sociologue américain, David Phillips, s'est penché sur la question, à savoir est-ce qu'il y a un effet de contagion suicidaire. Puis la méthode qu'il a utilisée, ça a été de recenser les journaux des 20 dernières années, pour voir quand il y avait eu la médiatisation d'un suicide, puis de regarder le mois suivant les taux de suicide aux États-Unis et en Angleterre, puis de comparer le taux de suicide de ce mois-là au même mois de l'année précédente et l'année d'ensuite. Donc, à moyenne de avant et après, est-ce que c'est différent de l'année en question? Puis, ça lui a permis de faire 3 constats, en fait.
soit que suivant la médiatisation d'un suicide, il y a une augmentation du taux de suicide aux États-Unis. Il a également constaté qu'il y avait une augmentation qui tendait à être, sans dire proportionnelle, mais associée au nombre de jours en première page que le suicide a été. Puis pour cet exemple-là, il nomme le suicide de Marilyn Monroe qui avait été associé à la plus grosse augmentation. Et puis un autre effet qu'il a noté, c'est que c'était surtout présent chez les gens qui avaient été exposés à la médiatisation de façon plus intense. C'est-à-dire que l'effet n'était pas observé en Angleterre si c'est un suicide qui avait été plus couvert aux États-Unis. Puis déjà à l'époque, dans le fond, il proposait que le soutien par un groupe pourrait être un mécanisme un mécanisme alternatif. Ce qu'il disait, c'est que dans le fond, ça arrivait surtout chez des gens qui étaient vulnérables au suicide, qui étaient en détresse, puis que ces gens-là pourraient être portés à aller vers le soutien d'un groupe ou à commettre un suicide. Puis, qu'est-ce qui influençait la décision vers l'une ou l'autre des options? C'est surtout la promotion qui en était faite. Puis, dans le cas de la promotion, il entend par là la médiatisation. Fait que déjà là, on a un peu les assises des recommandations qui vont être faites par la suite. Puis, ça propose le soutien. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est un peu les bases de ces études-là. Puis, les exemples notoires, je vous ai déjà parlé de Marilyn Monroe, que tout le monde connaît un peu, actrice américaine. Puis, dans le fond, c'est des études qui avaient été internationales. Donc, ils présentent aussi une chanteuse japonaise qui s'était enlevée la vie en 86, puis qui avait été suivie d'une augmentation locale des taux de suicide, Yukiko Okada. Puis, plus proche de nous, au Québec, dans la ville de Québec, je pense le quartier Sainte-Foy, le journaliste et animateur Gaétan Giroir, puis qui avait commis un suicide. Puis par la suite, il y avait eu une augmentation chez les hommes du même âge ou d'âge un peu semblable. Dans la même localité, puis des gens qui avaient utilisé également la même méthode, ce qui nous oriente un peu vers un effet de contagion possible. Puis il y a également des contre-exemples qui sont décrits, notamment Kurt Cobain, chanteur du groupe Nirvana aux États-Unis, puis Dédé Fortin, encore proche de nous, le chanteur du groupe Les Colocs. Puis suivant leur suicide, il n'y avait pas eu nécessairement d'augmentation du taux de suicide, ce qui est expliqué un peu dans la littérature comme étant un effet peut-être protecteur, ou parce que dans le fond la médiatisation de leur suicide avait beaucoup mis l'accent sur la détresse que les personnes avaient vécue. Enfin, je présente ici un peu les mécanismes qui sont proposés comme expliquant l'effet Werther, la théorie de l'apprentissage vicariant de Bandura, qui est dans le fond la reproduction d'un comportement qui a été observé puis qui a produit une réponse positive de l'environnement. Fait que les parents dans la salle, quand vous dites à votre aîné de montrer le bon exemple, c'est un peu à l'apprentissage vicariant que vous faites référence. Puis la contagion comportementale, c'est un peu plus élaboré comme théorie. C'est l'imitation spontanée d'un comportement qui a pas été spontané et non sollicité d'un comportement d'un tiers d'une façon non critique. Puis pour ça, dans le fond, il propose quatre conditions qui sont les similitudes entre le modèle qui est observé puis la personne qui reproduit le comportement. Similitudes en termes d'humeur puis de situation de vie. Donc, si c'est quelqu'un qui vit de la détresse, qui est le modèle, puis que l'observateur vit également de la détresse, on a notre similarité. Puis ça explique un peu aussi les tranches d'âge puis ces aspects-là que je nommais un peu précédemment. Puis, secondement, il y a le comportement de la personne observée qui encourage l'observateur à changer sa situation, que le comportement qui est imité est perçu comme étant une façon efficace de changer sa situation. Puis ensuite, dans le fond, que le modèle est perçu comme un individu de référence positive. Puis, ça paraît moins dans les recommandations, mais ce point-là est quand même important de percevoir de mettre à risque de percevoir comme une personne de référence positive dans la mesure où on est plus porté à imiter nos modèles, puis dans
dans l'idéal de la couverture médiatique d'un suicide, il ne faut pas tendre à l'idéalisation du défunt pour dans le fond, essayer de limiter le possible effet. Pour ce qui est de l'effet chez les jeunes, il a également été étudié, puis il semble avoir une importance plus marquée chez les moins de 25 ans, ce qui inclut également les adolescents, puis comme chez les adultes, comme je l'écrivais plus tôt, plus la couverture est intense, plus elle est marquée, plus de temps ça fait en première page, ben plus il y a un effet d'augmentation du taux de suicide. Puis, ça a également été décrit dans les représentations fictives, ce qui s'applique à 13 Reasons Why. Donc, dans le fond, c'est des téléséries, je pense, des années 80-90, diffusées un peu à travers le monde qui avaient été associées à des hausses du taux de suicide chez les adolescents. Puis, dans le fond, souvent les méthodes qui sont employées sont les mêmes. Puis, bon, on pourrait argumenter qu'il y a plusieurs façons, ou qu'il n'y a pas énormément de façons de mettre fin à sa vie, mais en même temps, il y a des façons qui sont typiquement moins prévalentes. Puis quand les façons qui sont moins prévalentes augmentent suite à la médiatisation de cette façon-là, il y a un lien qui est proposé entre ces deux phénomènes. L'effet Papageno. Dans le fond, c'est l'effet potentiellement positif que pourrait avoir la médiatisation responsable des suicides. C'est un effet qui a été proposé dans les années 80 d'après un opéra de Mozart qui s'appelle, dans le fond, La flûte enchantée. Puis le personnage Papageno, en peine d'amour, était devenu suicidaire. Puis comme il s'était fait proposer d'autres stratégies de coping par ses amis, il n'était pas passé à l'acte. C'est surtout théorique, il n'est pas énormément appuyé par la recherche à ce jour. Puis on se questionne à savoir pourquoi c'est moins appuyé par la recherche. Puis l'exemple de Robin Williams est quand même assez intéressant à cet égard-là, dans la mesure où ils ont étudié l'adhérence des médias canadiens aux recommandations de couverture médiatique suivant le suicide de Robin Williams. Puis les trouvailles nous démontrent que l'adhérence est très variable. Il disait que, dans le fond, il y a 55% des articles qui reprenaient ou qui appliquaient jusqu'à 80% des recommandations de couverture médiatique, ce qui est quand même encourageant. Toutefois, il y a des recommandations qui sont considérées vraiment importantes, qui ont été mises de côté. Il y a 24% des articles qui couvraient le suicide de Robin Williams qui ont omis de fournir, qui ont détaillé la méthode, ce qui est considéré comme un problématique, en fait. Puis, dans 73% des articles, ils ont omis de mentionner aux gens qui pouvaient vivre la détresse comment aller chercher de l'aide, puis que c'était important d'aller chercher de l'aide, ce qui fait également partie des recommandations. Puis, dans le fond, les recommandations que je vous présente ici s'adressent surtout aux médias. Donc, aux médias qui font un reportage sur un suicide réel et non sur des suicides fictifs. Mais dans le fond, c'était un peu l'intérêt que je voyais de vous présenter les mécanismes aujourd'hui, parce que si on prend les mécanismes qui sous-tendent un peu une possible contagion suicidaire, ça a du sens que ça s'applique également à des représentations fictives. Donc, je vais les énumérer ici puis mettre un peu plus d'accent sur ceux qui s'appliquent plus à la série. Donc, dans un premier temps, se demander s'il est d'intérêt public de rapporter les décès. Ensuite, faire des liens avec des problèmes sociaux plus vastes, ce qui a quand même été fait un peu dans la série, soit l'intimidation, les agressions, tout ça. Respecter la vie privée et le deuil des proches et des autres survivants. Parler de la souffrance que les défunts ont vécue. Indiquer aux personnes suicidaires la façon d'obtenir de l'aide. Je ne sais pas si ça a été ajusté par Netflix, mais au moment où on a fait le visionnement, il n'y avait aucune indication que c'était important d'aller chercher de l'aide si on vivait de la détresse, ou aucun lien vers des ressources. Ne craignez pas de parler du suicide. Plus le tabou persiste, plus le mythe s'enracine. Puis, en raison de cette recommandation-là, je pense que c'est important de contextualiser notre présentation, qu'on ne dit pas que c'est mauvais complètement, puis qu'il faut rendre le suicide tabou. On est quand même content d'avoir l'occasion d'en parler. C'est un peu dans la présentation qu'ils en ont fait qu'on identifie plutôt des limites. Ensuite, d'éviter de donner au suicide une dimension romantique. Ça serait un peu difficile de ne pas donner à la série une dimension romantique comme elle est inspirée d'un roman.
ensuite, de ne pas sauter aux conclusions. Les raisons pour lesquelles une personne se suicide sont généralement complexes. Souvent dans la série, il y a des répliques comme Anna, la personnage principale, a vécu telle chose, donc elle s'est suicidée. Elle a vécu une autre chose, donc elle s'est suicidée. Fait que c'est un peu les raccourcis intellectuels qui témoignent pas de la complexité du phénomène. Ensuite, ne pas prétendre que rien peut être fait parce qu'on sait généralement pas pourquoi une personne se suicide. Puis ensuite, éviter d'entrer dans les détails de la méthode utilisée. Ceux qui ont écouté la série pourront en témoigner, puis on n'avait pas dans la bande-annonce, mais il y a quand même une scène de 2 minutes et demie qui présente d'une façon très graphique la méthode que la personnage a utilisée. Puis, c'est une méthode qui est très létale, donc c'est quand même inquiétant à cet égard-là. Puis, ça, c'était les recommandations canadiennes. Je présente maintenant les recommandations de l'OMS, puis vous allez voir quand même une certaine redondance, ce dont on se réjouit, parce qu'il y a quand même de la suite dans les idées. Donc, fournir l'information sur la recherche d'aide, ce que je vous avais déjà mentionné. Ensuite, éduquer le public quant aux réalités, puis éviter les mythes. Rapporter également les histoires de gens qui s'en sont sortis. Puis ça, dans le fond, ça va un peu dans le sens de l'effet Papagano. Faire attention avec les cas de célébrité. Ici, je l'ai pas souligné, mais j'ai mis quand même les astérisques dans la mesure où c'est surtout l'aspect des personnes idéalisées. Puis, si on le regarde un peu avec une perspective de jeunes adolescents qui se cherchent, on peut quand même s'entendre que la personnage était idéalisée à certains égards, dans la mesure où même si elle vivait de la détresse, c'était quand même quelqu'un qui était relativement populaire dans son école. Puis il y a d'autres aspects qui en faisaient quelqu'un d'un peu idéalisé. Faire attention avec les interviews des endeuillés, puis reconnaître que le personnel médiatique peut aussi être affecté par les histoires. Puis ensuite, il disait également de façon assez évidente quoi ne pas faire. Puis ça, je pense que l'intégralité des quoi ne pas faire a été assez ignorée par les producteurs. Donc, ne pas présenter ces histoires de façon proéminente ou les répéter de façon indue. Avec toute la médiatisation qu'il y a eu alentour de la série, ça a quand même été assez exposé. D'éviter un langage sensationnaliste ou normaliser le sujet. Ça revient un peu avec le titre sensationnaliste. On s'entend que 13 Reasons Why, ça choque un peu, ou c'est quand même un titre qui est très, très accrocheur. Puis de ne pas décrire la méthode utilisée explicitement ici, il y a encore une redondance avec les recommandations canadiennes. Puis images, vidéos, dans ce cas-là, c'est très... comme je vous dis, il y a une scène assez graphique, donc ça a été assez mis de côté comme recommandation. Puis, dans le fond, bien que ces recommandations-là soient surtout adressées aux médias, suivies de façon variable. On a juste à se questionner sur le cas du Québec, où les journaux qui sont les plus vendus sont certainement ceux qui sont les plus sensationnalistes. Donc, ces recommandations-là ont tendance à être mises de côté. Mais ça pourrait quand même s'appliquer aux représentations fictives comme la série, puis dans le fond le développement de recommandations visant un peu plus les gens des médias, les gens du cinéma puis du petit écran pourraient être un pas de plus dans les efforts collectifs qui sont faits pour la lutte au suicide. Donc, je recède la parole à Dr. René. OK. Bon, j'espère, je sais pas si ceux qui l'ont pas écouté sont capables quand même de suivre parce que c'était plusieurs émissions et dès le départ, on sait que la jeune fille s'est enlevée la vie et elle a envoyé des cassettes. C'est pour ça qu'on voit les cassettes. Puis il y avait un flashback pour ceux qui sont plus vieux, c'est-à-dire que dans notre temps, c'était des cassettes. Maintenant, il n'y a plus de petites cassettes comme ça. Et chacun des jeunes qui a été un morceau, si on veut, du puzzle pour dire que la jeune fille s'est rendue à s'enlever la vie, ben, reçoit une cassette et a un message comme quoi tu ne m'as pas aidé, tu n'étais pas là pour moi. Donc, c'est très culpabilisant. Et on sent l'angoisse tout au long de l'émission, puis on est captif parce qu'on a hâte de voir c'est quoi qui va arriver. Vous avez vu, les personnages sont très beaux, sont très glamour. Je veux dire, tout est là pour capter l'attention des adolescents en particulier. Puis j'ai vu plus souvent des jeunes filles. Donc, moi, comme pédopsychiatre, j'écoutais pas cette émission-là. Je veux dire, j'étais pas au courant. Puis, je vais vous présenter la vignette pour vous montrer comment c'est arrivé dans notre clinique. Notre clinique, pour ceux qui ne savent pas, c'est la clinique des troubles dépressifs et suicidaires chez les 6 à 18 ans. Donc, le public qui est le plus à risque, finalement,
viennent nous voir sont référés soit de Sainte-Justine, soit de Children's. On est dans le réseau du CLSC d'Orval-la-Salle-la-Chine, au Verdun, Villemort, Centre-Sud. Donc, on a une jeune fille de 14 ans qu'on va appeler Sophie, qui est référée pour dépression, plus une dépression chronique à bas bruit avec des idées noires récurrentes. Elle a un petit peu d'automutilation, mais c'est pas le plus important de sa présentation. Elle a des problèmes familiaux, des enjeux de socialisation à l'école avec les pairs, comme plusieurs des jeunes qui nous sont référés. Alors que la jeune s'améliorait en psychothérapie, donc dans mon équipe, il y a des psychothérapeutes, psychologues, travailleurs sociaux qui ont des formations en psychothérapie. La jeune présentait une diminution de ses idées suicidaires, elle se coupait plus vraiment. Elle recommence à avoir tout à coup des idées suicidaires plus fréquentes, puis sont notées sur son carnet de bord. Parce que dans notre clinique, on a comme un genre de carte. À chaque semaine, les jeunes prennent des notes. Donc, ils ramènent ça à leur psychothérapeute et ils peuvent discuter un peu de la fréquence des idées noires, la fréquence d'automutilation. S'ils ont d'autres problèmes, troubles alimentaires, tristesse, colère, ils peuvent aussi le noter. Donc, la psychothérapeute note qu'il y a quelque chose qui ne va pas, fait qu'elle dit c'est quoi qui pourrait expliquer que ça va moins bien ces temps-ci, puisque ça allait mieux dans les dernières semaines de psychothérapie. Donc, au début de la discussion, la jeune ne sait pas trop ce qui pourrait expliquer la situation. Et souvent, nos ados vont dire « mais je sais pas ». Bon, OK. Donc, à la maison, ça va mieux avec ses parents, avec ses amis, ben ça n'a pas changé, mais c'est pas pire, il n'y a rien arrivé de particulier. Lorsque la thérapeute regarde avec la jeune son emploi du temps, donc au jour le jour, là, la jeune lui parle d'une nouvelle série qu'elle écoute sur Netflix puis qui semble être très populaire. Ça s'appelle 13 Reasons Why. Fait que ça pique un peu la curiosité de la psychothérapeute, mais on n'est pas trop au courant. Et elle parle avec l'infirmière de notre équipe, parce qu'on a une infirmière clinicienne qui est au triage, puis qui nous aide aussi dans l'équipe pour tous les aspects physiques et psychologiques. Fait que là, elle entend parler de ça, puis là, on se dit, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette émission-là? Fait que là, ils viennent me voir, puis ils me disent, ben ça fait 2 fois qu'on a des patientes qui vivent des choses un peu comme ça. Ils ont l'air d'avoir écouté cette émission-là. Ah, les médias commencent à en parler. Êtes-vous au courant de la situation? Fait que, est-ce que tu connais ça, toi, 13 Reasons Why? Ça a été une première. Après ça, on a eu d'autres gens, des parents d'un garçon de 15 ans, Victor, qui viennent vous voir pour obtenir de l'aide. Selon eux, leur fils est intimidé à l'école, il se retire de plus en plus, il est triste, il est peut-être même suicidaire, ils sont pas sûrs. Là, ils se demandent, les parents, parce qu'ils ont entendu un peu parler de ça dans les médias, est-ce que ça peut être lié à cette nouvelle émission que leurs plus jeunes écoutent, puis qui s'appelle 13 Reasons Why, puis qui parle de jeunes qui se font intimider? Parce que la trame, comme Nicolas disait, il y a l'aspect du suicide chez la jeune fille, il y a beaucoup d'intimidation, il y a même une certaine forme de viol dans l'émission, qui est très glamour, puis c'est difficile. Il y a certains jeunes qui voient même pas que ça peut être considéré comme un viol. Donc, ça vous donne un peu l'idée. Donc, les parents se demandent s'ils devraient interdire à leurs adolescents d'écouter cette nouvelle série, mais ils ne peuvent pas toujours les surveiller. Puis jusqu'où doivent-ils aller comme parents? Parce que dans notre société, écouter les émissions à la télé, Netflix, toutes les séries qu'on a, on ne peut pas tout à retirer de ça. Est-ce que ça pourrait influencer leur fils par rapport à un éventuel risque suicidaire? Donc, à notre clinique, on a décidé de visionner la série. Comme intervenant, on trouvait que c'était important qu'on soit informé, donc aller chercher l'information le plus possible pour mieux comprendre la situation. Là, on en a discuté, on a fait une réunion d'équipe. Puis ensuite, on a décidé ensemble qu'on allait en discuter avec les familles, puis avec les jeunes, parce qu'on trouvait que comme il y avait comme quelques-unes qui en avaient parlé, peut-être parce qu'il y avait plus confiance, puis qui voyaient peut-être un lien, il y en avait sûrement d'autres qui étaient influencés ou impliqués là-dedans, puis qui l'avaient pas nécessairement dit, mais qu'on risquait d'avoir soit un suicide ou soit des tentatives de suicide qui pouvaient drôlement ressembler à ce qu'il y avait dans cette émission-là, mais ça créait beaucoup d'anxiété chez les jeunes. Donc, avec certains jeunes, on est allé même à discuter avec les parents. On a essayé de, si on veut, soutenir tous les gens, éduquer, faire de la psychoéducation. Puis, éventuellement, les médias ont pris le dessus puis ont commencé à en parler plus. C'est là que j'ai accepté de discuter avec une des journalistes de la presse pour dire qu'effectivement, ça me semblait, chez les jeunes déjà vulnérables,
Donc, une situation à risque parce que ça augmentait soit leur anxiété, soit leur détresse ou même leurs idées suicidaires. Donc, on s'est dit, on peut pas empêcher les jeunes de l'écouter parce que si vous empêchez les jeunes d'écouter quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'écoutent. Ils font souvent le contraire de ce qu'on veut recommander. On a dit, il faut discuter de l'émission avec les jeunes de façon plus générale, encourager les parents des jeunes les plus vulnérables à discuter des enjeux de cette émission avec leurs adolescents, surtout les plus jeunes, tu sais, parce que maintenant, les 11-12 ans sont aussi dans le bain d'écouter les émissions des grands. Souvent, c'est en cachette de toute façon. Puis, dans la mesure du possible, l'écouter avec eux. Mais on sait qu'il y a certains parents qui n'écoutent pas la télé avec leurs jeunes, qui ne mangent pas avec leurs jeunes. Donc, on a toutes sortes de familles actuellement. Mais au moins, de sensibiliser les gens, puis de voir s'ils ont un intérêt à faire ça. Et surtout, surveiller les signes et symptômes de détresse ou de changement de comportement dans les jours suivant cette émission-là. Donc, on pourra revenir pour voir un peu votre position par rapport à tout ça, mais je vais reprendre l'évaluation de base du risque suicidaire chez les jeunes qu'on a dans notre clinique, puis voir un peu l'influence que ça peut avoir. Donc, pour nous, on regarde toujours l'histoire développementale, le tempérament, l'anxiété de séparation, les changements d'humeur, puis l'impulsivité. TDAH veut dire aussi impulsivité. Quand on pense à risque suicidaire, c'est un risque de passage à l'acte. Une chose que les gens oublient souvent, puis je le répète chaque fois, c'est vraiment d'aller chercher les antécédents familiaux. C'est un sujet un peu tabou. Des fois, les gens ne veulent pas trop en parler. Les jeunes ne sont pas nécessairement au courant, mais je pense que c'est très important d'aller chercher cette information-là parce qu'il y a des familles où on voit très clairement d'un côté d'un parent beaucoup de dépression, beaucoup de maladies affectives bipolaires. De l'autre côté, mettons plus des problèmes d'alcool qui pourraient être des équivalents anxieux ou de la difficulté à gérer le stress ou même des abus de substances de façon plus importante ou des équivalents suicidaires. Et comme on le demande pour l'hypertension, le diabète, il faut toujours aller chercher le plus possible l'historique de tentatives de suicide ou de suicide, même si parfois c'est difficile. Et à ce moment-là, on peut rencontrer les gens séparément. Il faut faire une bonne histoire de la maladie actuelle. Vous êtes habitué, donc depuis combien de temps tu te sens déprimé? As-tu perdu du poids? Est-ce que tu as pris du poids? Les ados, ils prennent du poids, ils restent couchés, ils bougent pas, ils ont l'air paresseux, les parents ne les comprennent pas. Donc, c'est pas mal les symptômes qu'il faut aller chercher. Ou le retrait ou l'évitement des situations, c'est aussi quelque chose qui peut arriver. Dans l'évaluation du risque suicidaire aussi, c'est simple. Est-ce qu'il y a déjà eu des gestes suicidaires dans le passé? Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent? Est-ce que la personne pense toujours à s'enlever la vie, même si finalement elle a fait une tentative puis qu'il n'y a pas eu de conséquences par la suite? Est-ce qu'elle a changé d'idée par rapport à ça? Ou si elle a beaucoup d'idées noires, accès à des moyens, les pilules, ça, c'est vraiment important parce que parfois, les gens disent « Ouais, mais ils peuvent aller s'en acheter. » Oui, mais quand quelqu'un est dans une bulle, là, puis qui est très, très, très suicidaire, le fait d'avoir accès ou pas à plusieurs, soit l'alcool, soit les couteaux, soit les pilules des parents. Il y a des parents qui ont un petit peu, des fois, une pensée magique que le jeune ne va pas prendre leurs médicaments, mais les médicaments cardiaques, les médicaments pour le diabète peuvent aussi être utilisés parfois par les jeunes. C'est dans la pharmacie familiale. Donc ça aussi, il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Les armes à feu, si on ne pose pas la question, on n'aura pas les réponses. Il y en a qui ont des couteaux, des sabres, il y en a qui ont des machettes à Montréal. J'ai entendu toutes sortes de situations à l'urgence. Donc, il faut vraiment tâter le terrain, aller chercher l'information. Les pactes avec les amis, donc est-ce qu'il y a des jeunes qui ont des idées comme ça? Pas prendre ça à la légère, vraiment aller chercher le plus d'informations possible. L'automutilation. L'automutilation, quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiante en médecine, on disait, ben l'automutilation, c'est plus au niveau de la personnalité, donc le risque est moins grand de passage à l'acte. Actuellement, c'est pas ça du tout les connaissances. Les gens qui s'automutilent peuvent aussi avoir un risque suicidaire plus élevé. Au moins la moitié d'entre eux pourraient avoir un risque suicidaire plus élevé. Donc, le où, quand, comment reste toujours très important à aller chercher. Et la rupture de fonctionnement, les facteurs déclenchants, les nouveaux facteurs, qu'est-ce qui s'est passé récemment dans la vie des jeunes, le niveau de violence, parce qu'on a parlé beaucoup du risque suicidaire dans les émissions, mais il y a le risque d'hétéro-agression, le risque homicidaire, qui peut être aussi valorisé dans certaines émissions. Et pour certains, l'identification des symptômes psychotiques qui reste toujours quelque chose d'assez délicat, mais encore là, il faut aller chercher l'information parce que la personne qui est psychotique va être souvent gênée de partager cette expérience-là avec son thérapeute.
Puis un qui est un peu moins fréquent, mais qui reste quand même important, c'est la recherche de traumatisme crânien, parce qu'on sait que toutes les maladies ou tous les accidents qui peuvent avoir rapport avec le cerveau peuvent aussi être reliés d'une certaine façon à des éléments dépressifs et suicidaires. Donc, de façon générale, dépendamment où vous travaillez, vous avez accès à tout un réseau de services, de soins, et je pense qu'on doit le rappeler aux jeunes. C'est très important de donner les informations. Encore là, souvent, moi, je donne des petits cartons avec les coordonnées, comme ça, pendant le week-end, s'ils ont besoin d'aide, ils vont pas nécessairement se rendre à l'urgence, donc ils peuvent appeler. Ils peuvent aussi être sur toutes les Facebook, toutes les choses Internet. Donc, maintenant, dans les différentes lignes d'appel, souvent, il y a une section qui est texto, qui est plus moderne pour les jeunes. Donc, ils utilisent ça. Il y a toute l'histoire de la consommation qui est un peu banalisée, puis avec l'arrivée du cannabis qui s'en vient à l'été, vous allez voir, on va avoir une grande augmentation pendant un certain temps de la consommation, puis pour certains jeunes, ça donne des épisodes de psychose toxique, donc il y a un risque élevé à ce moment-là aussi. Puis en tout temps, on peut faire appel à la DPJ quand on a comme une situation qui le requiert. Le plan de traitement, comme j'ai répété tantôt, psychoéducation, donner les ressources, le soutien dans la communauté. Le filet de sécurité, c'est faire la liste de toutes les personnes que je peux appeler quand ça va mal. C'est mieux de la préparer quand ça va un peu moins mal puis qu'on est ensemble que quand on est en période de crise. C'est comme si vous cherchez un médecin à 4h moins 10 le vendredi quand vous avez une situation de crise dans votre bureau. Vous êtes mieux d'avoir prévu le coup puis savoir à qui vous pouvez référer, à quel endroit vous allez envoyer le jeune, parce que sinon vous vous retrouvez dans une situation très stressante puis vous ne serez pas fier, vous ne serez pas content de l'intervention que vous allez avoir donnée. Toujours revoir le plan parce que le plan peut évoluer d'une semaine à l'autre. Comme on a vu, on a des jeunes qui allaient mieux. Quand ils ont écouté cette émission-là, ça les a fragilisés. Il y a eu toutes sortes de situations qu'on pourra reprendre plus en détail dans la conversation. Donc, la société actuelle propose tout un éventail de médias qui peuvent avoir en général des effets bénéfiques, mais parfois, malheureusement, pour certains jeunes plus vulnérables, des effets négatifs. Les recommandations que Nicolas nous a présentées, tant canadiennes que l'Organisation mondiale de la santé, viennent soutenir notre réflexion sur la façon d'aborder la question du suicide auprès des jeunes, des familles, puis dans ce cas-ci, les médias. Toute manifestation de détresse chez les jeunes nécessite de prendre le temps d'écouter, de soutenir activement puis d'accompagner dans la recherche d'aide. Je pense qu'il y a quelques années, en milieu scolaire, les gens ne se sentaient pas trop sûrs. Maintenant, les gens font beaucoup d'actions. Des fois, je reçois même les policiers qui amènent un jeune sur la base de ce qui a été dit à l'école par les amis. Donc, tous les intervenants scolaires se mobilisent, le directeur de l'école se mobilise, contrairement à ce que vous pourrez voir dans cette série-là, où le directeur ou le psychologue scolaire sont vraiment pourris. C'est vraiment ça la description qu'on pourrait dire. C'est tellement décourageant quand on voit cette émission-là parce qu'on se dit, si les jeunes ont cru ce message-là, on est vraiment passé à côté de beaux exemples qui auraient pu être peut-être imparfaits, mais là c'est vraiment un exemple contraire à ce qu'on voudrait qu'il soit. Donc, je pense que le fait que vous soyez ici aujourd'hui, c'est que vous êtes sensibilisés à la question. On a mis les références, on reste disponible si vous avez des questions, si vous voulez échanger, mais je peux vous dire que même dans certains exemples autres que ceux que j'ai nommés pour garder un peu plus la confidentialité, j'ai des jeunes qui sont restés pris avec des images qu'ils ont vues dans cette série-là et qui m'en parlent encore, même si ça fait plusieurs mois qu'ils l'ont vu, parce qu'ils n'arrivent pas à chasser ces images-là. Est-ce qu'on appellerait ça un post-traumatique? Je pense que c'est un peu fort, mais chez certains jeunes déjà vulnérables, quand il arrive des situations comme ça, ou quand il y a une vedette qui va décéder, ou quand il va y avoir un chanteur qu'ils aiment beaucoup, à qui ça va arriver, bien, ça a une influence collective assez importante, puis je pense que ça nécessite que nous, comme intervenants, on soit au courant. Merci. Merci beaucoup. Je reste avec beaucoup d'informations. C'était un tour parfait, mais je vous avais déjà dit en regardant que j'étais assez impressionnée déjà par ce que j'avais lu. Alors là, c'est excellent pour moi. Je pourrais dire quelque chose. Il y avait eu à l'époque Gaétan Giroir, quand il s'est enlevé la vie, c'était un journaliste très populaire qui était très, très bon, très bien vu dans la population. Et
contrairement à ce que tu as dit, en plus des hommes qui se sont identifiés, il y a eu une augmentation du taux de suicide des femmes, une certaine tranche d'âge, parce qu'elles écoutaient les nouvelles en boucle. OK? Vous savez, les médias, on les a en boucle. Donc, les gens qui sont à la maison écoutent sans cesse ça. Fait qu'il y avait tout le temps le même reportage avec beaucoup de détails sur la situation du monsieur. Et donc, il y a eu une augmentation dans les semaines qui ont suivi de décès par suicide avec cette méthode-là, même pour un groupe de femmes qui s'identifiaient pas directement à lui, mais parce qu'elles avaient été exposées, on pensait que c'était une des hypothèses aussi, en plus, qui s'était ajoutée. Oui. J'ai une question. On parle, dans le fond, des effets négatifs que la série a eu, mais est-ce qu'il y a eu des effets positifs au niveau de ceux qui auraient plus été du côté des intimidateurs, qui auraient pu être en contact avec la série? Est-ce qu'on a des données là-dessus? C'est ça. On n'a pas trouvé de données, mais c'est bien de le soulever parce que c'est pour ça que Nicolas tantôt disait, c'est pas juste négatif. C'est négatif surtout pour ceux qui sont très, très vulnérables et qui reçoivent pas l'aide ou qui n'ont pas le discours, l'échange de communication pour en discuter. Mais je pense que les auteurs de cette série-là disent aux autres le contraire. On n'en a jamais parlé autant, c'est merveilleux, il faut continuer d'en parler. Ça parlait de l'intimidation, du viol, des jeunes, des familles qui sont dysfonctionnelles. C'est juste que, est-ce qu'il fallait aller aussi loin dans la présentation? Je pense qu'il y a comme un débalancement. Si le but avait été de sensibiliser les jeunes, est-ce que... Puis ils ont rajouté leur discours à la fin. Il y avait comme un genre d'entrevue qui expliquait si ça va pas bien, va à tel endroit en prévention du suicide. Ils l'ont rajouté, je pense, sur la pression qu'ils ont reçue. Mais ça, je suis pas sûre à 100%. Le documentaire était déjà en ligne suite à ça. Oui, mais je pense qu'elle a rajouté la capsule qui était très bien faite. Elle aurait dû être là dès le départ. Fait qu'on voit qu'ils se sont rattrapés parce qu'il y a eu énormément de pression, j'imagine, aux États-Unis. Non, mais en fait, je pense que c'est important de voir qu'on critique pas le fait de parler du suicide. On est ici pour ça. S'ils ont réussi à amener de l'attention puis de la sensibilisation sur des sujets comme l'intimidation puis les agressions, ça peut juste être positif. Puis même les effets pervers dont on parlait, moi, ce que je faisais, c'est surtout une recension qui est plutôt théorique. Dr Renaud vous parlait d'exemples qu'il a vu en clinique, mais au niveau populationnel, il n'y a pas encore vraiment d'études qui documentent un effet solide. Comme je vous parlais de la méthodologie qui est utilisée jadis en 74, puis qui serait encore la meilleure façon de l'évaluer, c'est surtout comparé avec l'année d'avant, l'année d'après. Ça fait même pas un an que c'est sorti. Donc, est-ce que ça a vraiment fait une augmentation dans la population? Difficile de vraiment dire, puis c'est encore plus difficile de savoir, de documenter est-ce que ça aurait pu diminuer des comportements d'intimidation puis d'agression. Mais si on questionne en termes de mécanismes, on peut avoir une idée de ces réponses-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour la présentation. Moi, je me demandais, c'est quel conseil que vous donnez quand vous dites de faire comme une espèce d'introduction à un jeune qui vous demande un avis d'adulte sur l'émission? Un peu résumer ce qu'on a dit. Donc, ça peut sensibiliser, aider tes copains, tes copines. Vous pouvez avoir du plaisir à écouter l'émission, mais les messages qui sont véhiculés dans cette émission-là, c'est fictif, puis on espère que dans la société, c'est mieux que ça. C'est un peu comme d'en discuter ou de l'écouter, puis de voir après s'il y a des questions qui surviennent. Parce que s'ils prennent ça pour la réalité, c'est vraiment catastrophique. D'accord, merci. En général, les jeunes ont assez apprécié. Je vous dirais, les garçons aimaient moins la série, ils l'ont moins écouté. Moi, j'ai un garçon adolescent qui l'a écouté, puis finalement, il me l'a dit après, puis il l'avait écouté en cachette parce qu'il se doutait bien que je réagirais, vu que j'avais dit que je réagissais en général à la maison. Mais pour lui, c'était comme pas si intense. Mais je pense que pour les filles, il y avait peut-être un effet de genre dans cette situation-là, bien que j'ai un garçon patient, un patient qui a réagi de façon traumatique, c'est un garçon. Donc, je pense vraiment que ça dépend de la problématique. Puis, on l'a vu dans les
gestes qui ont été posés par la suite pour certains jeunes dans notre société, ils ont imité vraiment la situation. Mais est-ce qu'ils auraient fait ça d'une autre façon? Peut-être aussi. On ne le sait pas. C'est pour ça qu'on n'a pas les réponses précises. Mais vous savez que la présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec a aussi présenté les choses dans les médias. Puis elle avait la même inquiétude comme psychiatre. Elle a regardé l'émission avec ses enfants. Puis elle aussi, après coup, elle n'en revenait pas. Parce que si on l'écoutait pas, on le savait pas. C'est vraiment ceux qui ont des ados ou qui travaillent dans le domaine des jeunes qui se sont retrouvés à l'écouter. Je vous inviterai à l'écouter pour votre propre connaissance. Pas besoin d'écouter toutes les émissions, mais déjà, vous allez avoir un peu l'idée. C'est qu'il y a un point culminant qui est à la fin de l'émission. OK? C'est là que ça dérape un peu. Merci. Bon après-midi. Merci, à l'année prochaine.